C'est un véritable coup de tonnerre dans la géopolitique du Moyen-Orient, avec la prise cette semaine par les forces d'HTS de la ville d'Alep, qui était alors aux mains du régime d'Assad. Alors, il faut préciser d'abord qui est HTS. HTS est un mouvement qui est né en 2017, un peu d'une fusion des différents groupes djihadistes et rebelles qui s'étaient enfuis dans la poche d'Idlib après la prise de Alep par les forces d'Assad en 2016 et qui se sont reconstitués depuis maintenant presque 10 ans autour justement de l'idée qu'il fallait reconquérir absolument l'ensemble de la Syrie et qui était soutenu, et qui est toujours soutenu d'ailleurs, militairement et politiquement par la Turquie. Mais dans cette offensive vraiment extraordinaire, il n'y a pas que les mouvements d'HTS, il y a aussi l'armée syrienne qui est soutenue par aussi la Turquie, mais aussi à l'est, les forces de ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes et du YPG, qui sont des mouvements kurdes, ennemis des Turcs, qui sont en train justement de rentrer aussi dans la ville d'Alep, ce qui va mener à des affrontements très certainement entre les forces d'HTS et l'armée syrienne soutenue par la Turquie et les mouvements kurdes, en prenant en compte bien sûr la détestation réciproque entre les Kurdes et les mouvements soutenus par la Turquie, et la volonté assez indéfectible d'Erdogan de mettre fin à la menace kurde, aussi bien en Irak qu'en Syrie. Mais pour l'instant, regardons aussi les cartes. Les cartes sont assez extraordinaires parce qu'il faut prendre en compte que Assad a pris plus de 4 ans à reprendre la ville d'Alep, alors que les rebelles l'ont repris en 3 jours. Donc c'est vraiment un échec et une défaite totale pour le régime de Bachar el-Assad et bien sûr aussi ses alliés comme la Russie et l'Iran. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique aussi la chute de la ville de Alep, parce que les alliés de Bachar el-Assad n'ont jamais été aussi faibles ou simplement trop occupés ailleurs dans d'autres conflits. C'est le cas par exemple de la Russie qui depuis 2022 est engagée dans une guerre de haute intensité avec l'Ukraine et a déployé énormément de ses forces et de ses ressources en Ukraine et n'a plus forcément les moyens de soutenir leur allié syrien. Et c'est aussi le cas de l'Iran et du Hezbollah. Le Hezbollah a été en guerre depuis maintenant plusieurs mois avec l'armée israélienne. Un cessez-le-feu a été appliqué la semaine dernière. Il n'empêche que le Hezbollah a perdu plus de 5000 combattants et toute son architecture politique a été éliminée par l'armée israélienne. C'est notamment le cas de la mort d'Hassan Nasrallah, le leader historique du Hezbollah, qui était à la tête du Hezbollah depuis maintenant plus de 30 ans, qui a été éliminé par l'armée israélienne au début de la guerre entre Israël et le Liban. Et tout ça explique la raison pour laquelle Bachar el-Assad ne peut plus compter aussi bien sur les factions du Hezbollah qui ont été essentielles lors de la guerre syrienne, notamment pour repousser certaines factions terroristes ou rebelles lors de la guerre syrienne. Et aussi, bien sûr, ne peut plus compter sur la Russie de Vladimir Poutine, qui n'a plus forcément les ressources nécessaires que pour lancer une autre action, parce qu'il faut préciser que la raison pour laquelle Bachar el-Assad et son régime ont réussi à tenir, c'est grâce à l'aide et l'envoi et le soutien, surtout aérien, de l'armée russe en Syrie. Il n'empêche que toujours aujourd'hui, la Russie, comme on peut le voir sur ces images, continue à pilonner aussi bien la région d'Idlib que la banlieue de Alep et Alep elle-même, et continue et essaye de continuer à frapper les forces de HTS et toute force opposée au régime de Bachar el-Assad. Mais encore une fois, la Russie n'a plus forcément les moyens que pour lancer une attaque. Maintenant, ce qui se passe concrètement, c'est que les forces de HTS sont en train de mener une offensive dans le sud du pays contre la ville de Hama. Alors, pour l'instant, l'armée de Bachar el-Assad a été en mesure de fortifier la ville, donc des combats assez intenses ont lieu dans la ville de Hama, et il serait intéressant de voir si oui ou non les forces d'HTS seront toujours en mesure d'exploiter leur avantage. Mais il est très important de prendre en compte que si les forces de HTS sont en mesure d'attaquer et prendre Hama, ils seront par conséquent en mesure de pousser vers la ville de Homs. Et s'ils sont en mesure de le faire, ça permettra aux forces d'HTS et donc de facto de la Turquie de complètement isoler le régime de Bachar el-Assad en bloquant l'accès à la mer et en particulier en bloquant l'aide envoyée par la Russie, notamment au travers du port de Tartous ou Latakia, qui sont vraiment les routes logistiques du régime de Bachar el-Assad, ce qui pourrait par conséquent mener potentiellement, il est encore difficile de se prononcer là-dessus, à une prise de Damas par les forces d'HTS dans les semaines, voire dans les mois à venir, si bien sûr ils sont en mesure de couper radicalement les lignes d'approvisionnement du régime de Bachar el-Assad. Et ce serait un coup très très dur pour le régime de Vladimir Poutine, parce que
une des raisons principales de son engagement en Syrie était aussi d'avoir, pour la Russie, un accès à ce qu'on appelle les mers chaudes, à la mer Méditerranée, via le port de Tartous. Et d'ailleurs, ça a toujours été le rêve des tsars d'avoir un accès à la mer Méditerranée. Du coup, on se retrouverait avec une flotte russe complètement bloquée en mer Méditerranée, sans vraiment avoir une capacité d'action, surtout en prenant en compte que les bateaux russes ne peuvent pas remonter via le détroit du Bosphore, via un accord dont je ne me rappelle plus vraiment le nom, mais qui dit que les bateaux peuvent sortir de la mer Noire, mais ne peuvent pas rentrer dans la mer Noire, et de toute manière, c'est la Turquie de Erdogan qui contrôle l'accès du Bosphore. Alors maintenant, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les mois, dans les semaines à venir? Premièrement, c'est possible que le régime de Bachar el-Assad s'effondre complètement. Comme je l'ai dit, si les rebelles et HS sont en mesure de pousser sur Homs, ils seront en mesure de couper les lignes d'approvisionnement et par conséquent potentiellement isoler Damas. Deuxièmement, c'est qu'on va rentrer dans une véritable période d'incertitude, un peu similaire à celle de la guerre syrienne dans les années 2010 et compagnie. Mais même si HTS d'ailleurs s'est normalisé et a promis la protection des minorités non musulmanes comme chrétiennes et yézidis, il n'empêche que dans l'ensemble, il y a toujours des factions djihadistes et terroristes très importantes dans le mouvement d'HTS. Et troisièmement, c'est qu'on pourrait rentrer dans une guerre frontale entre les milices kurdes et les milices soutenues par la Turquie. Mais il y a quelque chose que nous apprend la géopolitique, c'est que, encore une fois, la géopolitique a horreur du vide et on a assisté à un affaiblissement de deux acteurs essentiels au Moyen-Orient, notamment pour, entre guillemets, la stabilité de la Syrie. C'est l'affaiblissement de la Russie dans sa guerre en Ukraine, mais aussi l'affaiblissement de l'Iran et de ses proxys comme le Hezbollah dans sa guerre avec Israël. Et par conséquent, la Turquie en profite pour pousser son avantage et reprendre sur la Syrie l'influence qu'elle a eue pendant des centaines d'années avec l'Empire ottoman. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite vraiment à vous abonner parce que je vais continuer à faire un suivi assez important de la guerre en Syrie.